régie quand même par le gouvernement, reçoit des fonds du gouvernement, c'est une université à caractère public, et donc à ce moment-là, on va dire ce sont les tentacules de l'État, et tant la Charte canadienne et la Charte québécoise encadrent les actions de l'université qui pourraient porter atteinte à quelques droits de la Charte. Là, on parle de la question de handicap, mais pour toutes sortes de droits, que ce soit vie privée, liberté d'expression, droit de grève, etc. Alors donc, la Charte canadienne, tant la Charte québécoise, pourrait être interpellée dans le cadre d'actions de l'université ou des membres de la société universitaire. Alors donc, je reviens au motif handicap. Alors donc, il y a un jugement qui date quand même de 2000, qui a été porté notamment par la Commission des droits de la personne, et qui a amené comment on devait définir le handicap. Alors donc, handicap en général, c'est quelqu'un qu'on voit qui a une limite fonctionnelle ou bien qui a une déficience claire. Alors, dans ce jugement-là, la Cour suprême est venue dire qu'un handicap ne doit pas être enfermé dans une définition étanche et qu'il y a toute une approche multidimensionnelle dont on doit tenir compte, et aussi l'emphase doit être mise sur la dignité humaine et plutôt que la condition biomédicale tout court. Alors donc, est-ce que traiter la personne de telle façon va faire qu'on protège sa dignité ou bien qu'on atteint à sa dignité? Alors donc, tout cela va être pris en compte pour définir si la personne a besoin d'un accommodement. On va venir à l'accommodement tout à l'heure, ce que ça veut dire, de l'accommodement du fait de son handicap. Et donc, c'est ainsi qu'on a dit que l'état de santé de la personne, que ça soit physique ou mentale, ou bien les limites que ça pourrait occasionner dans des situations de la vie générale, peuvent être considérées comme handicap. Alors donc, c'est ainsi que, par exemple, une personne, une infirmière qui a de l'eczéma, on pourrait dire c'est pas un handicap parce qu'elle n'est pas handicapée pour les fins de ses activités régulières de la vie normale, mais que du fait que c'est relié à son travail, on dirait qu'elle est limitée dans son travail, donc ce serait couvert par la charte si on ne pourrait pas l'accommoder en faisant d'autres travaux que, par exemple, que de panser des plaies, et puis qu'en plus, non seulement qu'elle fait de l'eczéma, mais qu'elle est allergique au latex, par exemple. Alors donc, à ce moment-là, l'allergie serait un handicap, l'eczéma serait un handicap, mais on devrait trouver des moyens d'accommoder cette personne-là pour pouvoir exercer sa profession d'infirmière dans les limites du raisonnable. Alors, dès qu'il y a une limitation qui soit objective ou subjective, qui ne nous permet pas d'avoir accès en pleine égalité à des situations, que ce soit en emploi, au niveau des études, etc. Donc, on va appeler ça handicap pour l'interprétation de la charte. Toutefois, je vous mets en garde parce que la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale a une définition beaucoup plus stricte du handicap. Une personne handicapée, donc, c'est une personne qui a une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Alors donc, par exemple, supposons que je me foule la cheville aujourd'hui et que je ne peux pas prendre l'escalier, je suis en situation de handicap et je devrais être couverte par la charte pour pouvoir avoir accès d'entrée à l'université. Toutefois, pour l'application de la loi sur l'exercice des personnes handicapées, je ne serai pas considérée une handicapée parce que je n'ai pas une situation persistante et significative. Alors donc, quand c'est temporaire, ce n'est pas considéré comme handicapé dans le sens de la loi assurant l'exercice des personnes handicapées. Par exemple, donc je ne pourrais pas demander une subvention pour qu'on change mon entrée parce que bon, j'ai une fracture pour 4 mois, etc. Donc tout cela ne sera pas couvert par la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. Quand on tombe dans un contexte qui nous interpelle plus, donc au niveau de l'aide financière, par exemple, aux étudiants, alors donc ça ressemble plus à la définition que donne la loi assurant l'exercice des personnes handicapées. Alors donc on parle de déficience grave, déficience auditive grave,
déficience visuelle, et donc là c'est bien développé parce que cette réglementation donne accès à des subventions en tenant compte de ces critères-là. Alors on parle de déficience motrice, alors donc on ne parle pas de la personne qui s'est fracturée et puis donc qui aura bientôt l'usage de ces deux jambes, une déficience organique importante, donc que ça soit au niveau interne ou bien ça peut être aussi situation mentale. Ceux qui étaient là ce matin, c'est les définitions du certificat médical dont je vous parlais. Merci, excusez-moi. Bon, ça va. Alors donc le ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports donc, donne un programme d'allocation pour les personnes qui répondent à ce critère-là. Alors donc, et il faut un certificat médical pour, je pense que vous en avez parlé, pour répondre à ces situations-là, donc droit à des thérapeutes spécialisés, à des soins et à une subvention du gouvernement. Toutefois, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc étant la définition de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, tant la définition du MES pour avoir droit à certaines subventions ne couvre pas toutes les situations que la charte appelle handicap. Alors donc, pour l'application de la charte québécoise ou canadienne, situation de handicap couvre d'autres choses que les situations significatives et persistantes dès que ça entrave votre exercice au droit à l'égalité, par exemple une dépression situationnelle de quelques mois parce que vous avez eu un décès dans votre famille, etc., va être couvert par la question de situation de handicap. Vous avez été malade et puis vous avez besoin d'un examen différé, ça va être couvert par la définition de situation de handicap. Alors donc, là-dedans, non seulement les troubles graves ou légers de santé mentale, limité dans le temps ou bien assez significatif et non ponctuel, un trouble envahissant de développement grave ou léger, un trouble d'apprentissage, ce qu'on appelle souvent TED aussi, et les troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité vont être couverts par les questions de situation de handicap qui vont permettre de mettre en branle au niveau des établissements, des mécanismes de protection pour permettre le droit à l'égalité au niveau de l'accès à l'éducation. Donc, la situation de handicap a été aussi définie assez largement par le guide de formation sur les systèmes de classification des causes et des conséquences des maladies, traumatismes et autres troubles. Alors donc, on dit une situation de handicap correspond à la réduction de la réalisation des habitudes de vie, résultat de l'interaction entre les facteurs personnels, les déficiences, les incapacités et les autres caractéristiques personnelles, et les facteurs environnementaux, et ce qui est très important, les facilitateurs et les obstacles. Donc, toute discrimination du fait du handicap on doit faire la preuve qu'il y a une distinction, exclusion ou préférence selon un motif de la charte québécoise ou de la charte canadienne, c'est l'article 15, et qui compromet l'exercice de notre droit à l'égalité. Oui, il y a quelqu'un... Oui, la définition de la situation d'handicap, est-ce que ça vaut pour la charte canadienne et la charte québécoise? Absolument. Oui. Alors donc, pour toutes les formes de discrimination, donc situation de handicap, qu'on soit perçu, réel, objectif, subjectif, c'est couvert par les deux chartes. Et ce qui est important, c'est l'effet discriminatoire. Alors donc, j'ai un trouble d'apprentissage ou bien un déficit d'attention, je contrôle la matière, mais il me faut 30 minutes de plus pour pouvoir passer à travers l'examen. L'examen est de 3 heures, j'amène mon certificat ou bien une attestation comme quoi j'ai ce trouble-là. À ce moment-là, je peux demander des moyens facilitant ma situation pour que je puisse avoir accès à des mesures. Alors donc c'est bien important aussi parce que quand on parle de discrimination, on parle donc accommodement raisonnable. Accommodement raisonnable, donc pour pouvoir avoir une égalité réelle. Alors donc je vais... Je l'ai présenté ce matin. Vous l'avez pris de qui?
M. Bossel l'avait au colloque, mais moi je l'avais présenté 2 jours avant lui. Okay, donc je pense que je suis le premier. C'est moi qui l'ai donné à M. Bossel. Okay. Alors ça fait le tour. Alors moi j'ai plus de punch là. Je vous en fais une autre que j'ai présentée ce matin. Alors donc je passe par-dessus parce que je suis toujours fière de le passer, mais là il y a plus de Ce matin, on disait que la situation de handicap majeure, significative et persistante serait probablement pour le poisson et l'otarie. Oui. Le reste, on pourrait toujours trouver un moyen pour pallier, mais le poisson et l'otarie... Il est assez mal pris, merci. Et la nourriture était où là pour vous? Là, était où la nourriture? Ah, on n'avait pas ça. La nourriture était au fait de l'arbre. Alors donc il y a plein de handicapés là. OK. L'éléphant est l'éléphant et le singe sont les moins handicapés, l'oiseau aussi. Là. OK. Alors vous m'avez enlevé pour mon punch. OK. Alors donc, si on se réfère à cette image-là, donc l'égalité réelle prend acte de ce que le même traitement pour tous ou égalité formelle ne permet pas nécessairement d'atteindre la véritable égalité. Alors donc, d'où les raisons d'accommoder. Alors donc, accommodement raisonnable, obligation juridique, ça découle de la jurisprudence, ça veut dire que ça a été développé par les tribunaux, de faire des arrangements pour faciliter l'exercice du droit à l'égalité des personnes en situation, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, situation de handicap. Alors donc, il y a accommodement raisonnable. Dès qu'on parle d'accommodement raisonnable, on parle de contrainte excessive. Et donc, quand je parle à un public qui a compris des cours de discrimination, de liberté publique, je fais toujours le lien que accommodement raisonnable couvre tous les motifs de la charte, donc que ça soit religion, que ça soit handicap, que ça soit le sexe de la personne, que ça soit la langue. Et donc, accommodement raisonnable couvre tous les motifs qui pourraient faire qu'on subit une distinction. Alors que accommodement raisonnable, on en a entendu beaucoup plus parler du fait de la situation de religion. Alors donc, on dit que oui, il faut accommodement, mais qu'il faut une concertation qui permet de rapprocher tout le monde dans un terrain d'entente adapté aux besoins. Qui dit accommodement raisonnable dit contrainte excessive. Alors donc, on dit contrainte excessive lorsque les moyens raisonnables d'accommoder ont été épuisés et qu'il ne reste que des options d'accommodement déraisonnables ou irréalistes. Alors donc, si je fais référence à ce jugement Villaret de la Cour suprême, les accommodements déraisonnables ou irréalistes seraient en lien avec le coût. Mais on dirait que le coût est en lien avec la mission de l'institution. Alors donc, par exemple, c'est sûr que si j'ai une petite école privée de 50 personnes et que la personne, le parent m'arrive avec un enfant qui a besoin d'un ergothérapeute, d'un orthopédagogue, d'un psychologue dans la classe pour l'aider, et que en plus que les subventions, là c'est une zone grise, qu'on a des subventions mais pas pour si peu élevé d'élèves, à ce moment-là, on pourrait tomber dans la déraisonnabilité ou bien du côté irréaliste. On parle aujourd'hui, c'est la journée de l'autiste. Donc, par exemple, les parents font des démarches pour qu'ils aient plus de subventions, de centres de répit pour les parents, etc. Ce que le gouvernement amène souvent comme raison, c'est que, il y a la question de coût, il y a la question d'accessibilité, du nombre de personnes formées pour pouvoir prendre soin de cette personne en situation d'autisme. Mais il faut regarder aussi donc le côté de la mission de l'institution. Alors donc on pourrait, si on veut faire la promotion d'avoir plus de centres de répit pour les autistes, on pourrait voir aussi ce que ça occasionne comme coût au système d'avoir des parents qui mettent en parenthèse leur carrière ou leur vie sociale, etc. parce qu'ils prennent soin d'un enfant autiste et même d'un adulte autiste. Et que donc ces personnes qui mettent leur vie entre parenthèses, ça coûte combien à la société? Alors donc ce n'est pas aussi facile de dire ok, ça coûte 500 $ pour traiter une situation de handicap versus que si on ne le faisait pas, ça coûterait quoi en bout de piste en tenant compte
toute la situation de façon systémique. Et c'est pour ça que c'est très important. Donc, quand on parle de coûts, il faut regarder la mission de l'institution. Alors, donc, c'est sûr que l'université a une mission, donc, de former des personnes qui vont après être des citoyens à part entière. Et donc, la mission de l'université, qui en plus est une université qui est subventionnée par le gouvernement, et donc, organisme public, donc la mission de l'institution doit être prise en compte pour voir quel coût qu'on va mettre par rapport à une situation de demande d'accommodement. Alors donc, parmi les raisons, souvent sont les coûts et puis aussi les locaux, la disponibilité des personnes qui peuvent amener l'accommodement. Et on oublie souvent, donc, à part l'institution, il y a les employeurs. Donc, par exemple, moi, en tant que professeur à l'université, donc l'étudiant vient me voir en situation de handicap, déficit d'attention, ou bien doit aller prendre son insuline en plein milieu de l'examen, etc. J'ai déjà eu aussi des situations de claustrophobie, donc il faut que la personne ait assez d'espace autour, etc. Alors donc, l'employeur doit me sensibiliser à ça, mais moi aussi comme intervenant, je dois être sensibilisée au fait que je dois, dans la mission de l'institution, en tant qu'université, de pouvoir répondre à cette demande d'accommodement en tant que professeur. Évidemment, les syndicats aussi doivent faire valoir au niveau des intervenants et des syndiqués qu'il y a une obligation de l'institution et que les syndicats doivent collaborer à mettre les mesures d'accommodement pour l'ensemble de personnes qui pourraient être concernées. Donc, les partis qui doivent répondre aux demandes d'accommodement, on doit prévoir des politiques discriminatoires ou non équitatives. Donc, avant même de dire il faut accommoder, c'est de penser le plus possible accommodement. Alors donc, bon, par exemple, si je donne les cours, tous les cours d'un programme, je ne vais pas commettre de faux bons là, mais si on mettait tous les cours d'un programme que le jour, alors donc, par exemple, les personnes qui seraient en situation de famille, avec donc les garderies sont plutôt de jour, ne pourraient jamais prendre de cours pour un peu de temps, donc je ne veux pas commettre parce que je sais qu'il y a des cours qui se donnent un coup le soir, quelques cours, prévoir des mesures d'égalité de chance, d'accès. Quand on fait une demande d'accommodement et qu'on n'a pas eu des politiques antidiscriminatoires, alors donc il faut voir le bien fondé de la demande. Ok, la personne a besoin de plus de temps pour un examen, elle a besoin qu'elle fasse l'examen à la maison plutôt que de venir à la classe. Alors donc on va voir par exemple le professeur en question, donc tenir compte des enjeux en cause ou aussi les droits d'autres personnes concernées. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait avec un examen où tout le monde le fait en classe versus l'autre peut le faire à la maison? Comment faire de manière à ce que premièrement l'examen ne circule pas? Est-ce que le prof, ça implique fasse un autre examen? Donc ça fait partie du devoir d'aider à l'accommodement de la personne, etc. Donc oui, des fois, donc, ça demande la concertation de tous les acteurs du système. La personne qui demande l'accommodement aussi, donc elle n'a pas les bras croisés, donc elle doit faire part des besoins. Alors donc non seulement il doit avoir des politiques, on doit les faire connaître comme institution, mais il faut collaborer. Donc par exemple, moi j'ai eu un cas où c'était un examen du fait que la personne ne pouvait pas se déplacer. Et puis pour moi, j'avais beaucoup d'autres choses à mon agenda. Je n'avais pas le temps de faire un examen différé. Et puis j'ai demandé comme collaboration de la part de la personne, je lui envoie l'examen exactement au même moment par courriel, au même moment que je le donne à la classe. Alors à ce moment-là, j'étais sûre que l'examen a pas circulé. Et puis par contre, une fois qu'elle l'avait, donc comme elle l'avait au même moment que les autres étudiants de la classe, donc elle ne pouvait pas communiquer avec les étudiants de la classe, mais par contre, du fait qu'elle était en situation de maladie, je lui ai donné un délai de plus, mais au moins, moi, je me suis assurée que l'examen a pas circulé pour l'ensemble de la classe. Alors donc, des fois, il faut utiliser son imagination, comment dire, oui, est-ce qu'on fait l'accommodement, est-ce qu'il y a
des limites à l'accommodement et jusqu'à quel point que ça peut pas être préjudiciable pour les autres personnes qui peuvent être concernées. Alors donc, je vais terminer en expliquant que quand on est une institution publique, on ne peut pas tout le temps amener la question d'ordre pécuniaire. Alors donc, dans Villareil, on disait quelle valeur pécuniaire peut-on attribuer à la dignité au regard du coût mesurable d'un environnement accessible? Il semblera toujours manifestement moins coûteux de maintenir le statu quo et de ne pas éliminer un obstacle discriminatoire. Alors donc, dans le cas de l'université, il y a la question des services offerts, les locaux, l'enseignement et l'acquisition des connaissances, l'évaluation de l'enseignement dont j'ai parlé tantôt. Tout ça, ça amène des coûts, tant au niveau quantitatif, mais au niveau subjectif de l'apport de tous les intervenants. Alors donc, il faut donc au niveau de l'accueil, les soutenir, accompagner jusqu'à l'obtention de diplôme, et je dirais que les intervenants doivent adapter leurs pratiques. Et aussi l'université donc doit assurer une meilleure connaissance des services offerts par le milieu, ainsi que les intervenants y contribuent. Si un service est ordinairement fourni au public, il doit l'être sans exclure de façon arbitraire ou injustifiable des personnes en raison de leur appartenance à un groupe protégé. Ça, je trouvais ce principe très révélateur, donc c'est très récent. C'est la Cour suprême, c'était dans le cas d'un enfant à l'époque qui était dyslexique et qui n'a pas eu les services fournis par le ministère de l'Éducation en Colombie-Britannique de manière à pouvoir fréquenter l'école ordinaire, donc a été dans une école qui était parallèle au système. Alors donc on dit, avant d'arriver à cette décision-là, il faut que ça ne soit pas arbitraire et il faut qu'on puisse justifier cette situation. Alors donc, dès qu'une caractéristique protégée par le Code de la Charte contre la discrimination et qu'il y a un effet préjudiciable et que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l'effet préjudiciable, alors donc par exemple, la personne étudiée en situation de déficit d'attention, donc situation de handicap, n'a pas eu la note qu'elle aurait pu avoir s'il y avait un accommodement raisonnable, à ce moment-là, on pourra dire qu'elle a eu un effet préjudiciable du fait de sa situation de handicap et ça ne pourrait pas être justifié en vertu de la Charte. Alors donc, si la conduite ne peut être justifiée, alors donc là, je vais le tribunal, mais la personne pourrait porter plainte pour expliquer qu'il y a eu discrimination dans son cas. Alors donc je vous laisse là-dessus en disant qu'un des grands obstacles auxquels se heurtent les Canadiens et une déficience réside dans le fait que la quasi-totalité des principales institutions publiques et privées de la société canadienne étaient initialement conçues en fonction du principe implicite selon lequel elles étaient destinées à desservir des personnes physiquement aptes et non les 10 à 15% des membres du public ayant une déficience. Alors donc je vais passer la parole à Daniel. Merci. Alors, bonjour. J'aimerais tout d'abord vous dire que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse intervient dans les dossiers d'intégration scolaire depuis plus de 30 ans. En fait, le motif handicap a été intégré au motif de discrimination à l'article 10 de la Charte à la fin des années 70, en 1979. Et depuis ce temps-là, la Commission est intervenue dans tous les dossiers qui concernent le handicap en milieu de travail, etc., mais beaucoup en milieu scolaire. Tout d'abord, ça s'est fait beaucoup dans le réseau préscolaire, primaire et secondaire. La Commission a traité pas loin de 800 dossiers d'enquête au cours des 30 dernières années dans ce réseau-là. C'est surtout là que la question du handicap s'est posée, mais depuis quelques années, en fait, depuis une dizaine d'années, on assiste à un questionnement beaucoup plus large dans le réseau postsecondaire, dans les collèges et dans les universités sur le handicap. Il faut dire qu'il y a un contexte qui est très
très nouveau depuis une dizaine d'années. C'est pas que le handicap n'était pas présent dans les institutions postsecondaires, mais depuis une dizaine d'années, on assiste à une émergence de nouvelles clientèles. Le nombre d'étudiants en situation de handicap a connu une croissance très importante. Je pense que vous avez dû en parler plus tôt ce matin. De 1995 à 2007, les chiffres du MELS nous indiquent que le nombre des étudiants en situation de handicap a augmenté de 330% dans le réseau collégial et de 200% au niveau universitaire, ce qui est une hausse quand même assez considérable. En même temps qu'on assiste à cette croissance de ces clientèles-là, ce qu'on se rend compte, et puis Michel en a parlé dans cette présentation, c'est l'émergence de nouvelles clientèles. On appelait les clientèles émergentes, on n'appellera plus très bientôt des clientèles émergentes parce qu'elles font maintenant partie entière, je dirais, de la clientèle étudiante. C'est les clientèles qui sont celles des troubles d'apprentissage, donc dyslexie, dyscalculie, dysphasie, les troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité aussi, les troubles envahissants du développement, l'autisme, le syndrome d'Asperger, et les troubles de santé mentale. C'est des clientèles qui ont connu une hausse très, très importante dans les dernières années. Et ces clientèles-là arrivent dans un contexte où ce qui régissait un peu les pratiques d'accommodement, puis ce qui régissait aussi les services adaptés, autant dans les collèges que dans les universités, faisant en sorte que ces clientèles-là tenaient compte d'une certaine définition du handicap qui colle davantage à celle de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, plutôt que la définition beaucoup plus inclusive qu'on a pu voir à travers les décisions des tribunaux et qui relève de la Charte des droits et libertés. Je vais vous parler beaucoup du réseau collégial parce que le réseau collégial, non pas que le réseau universitaire n'a pas les mêmes préoccupations, mais le réseau collégial a entrepris un vaste chantier pour redéfinir un peu, si on veut, ses pratiques en matière d'accommodement dans les dernières années, dans les 10 dernières années. Il faut voir que la plupart des encadrements qui existaient pour le réseau collégial dataient du tout début des années 90 et ne tenant pas compte de ces nouvelles clientèles-là, et aussi le fait que ces nouvelles clientèles-là arrivaient de façon massive dans les collèges, ça amène une pression qui est quand même assez importante sur les services adaptés. Puis je pense qu'on peut dire que la situation est la même aussi au niveau universitaire. Ça amène quand même un certain nombre de questionnements sur la capacité à répondre aux demandes d'accommodement dans les institutions postsecondaires. Donc, ce que je vais vous présenter assez brièvement aujourd'hui, c'est la démarche que la Commission a entreprise de réflexion dans le réseau collégial. Je pense que la plupart des enseignements qu'on a pu tirer de cet exercice de réflexion-là sont applicables en contexte universitaire, peuvent servir de balise, parce que dans le fond, ce qui nous a été demandé au niveau collégial, de la part de différents acteurs du réseau collégial, on parle de la Fédération des cégeps, on parle de l'Association des collèges privés, on parle aussi des différentes centrales syndicales d'enseignants, c'était d'avoir une réflexion plus précise sur différents éléments qui concernent les pratiques d'accommodement en milieu collégial et qui pourraient favoriser, optimiser les pratiques d'accommodement et permettre une meilleure réponse des institutions aux demandes qui parviennent des étudiants. Donc, j'en reviens un petit peu aux chiffres pour vous dire que dans le réseau collégial, on a une hausse dans les dernières années, tant dans le réseau public que privé. Un étudiant en situation de handicap sur deux appartient à la catégorie des clientèles émergentes qu'on a vu à la diapositive précédente, et c'est 60% au privé dans les dernières années. En 2005 et 2009, le nombre d'étudiants en situation de handicap présents dans les cégeps a quintuplé, passant de 860 à 4309 étudiants. Avant, ce qu'on retrouvait, c'était les handicaps dits traditionnels. Une bonne partie de cette hausse-là est attribuable aux clientèles émergentes, mais il faut voir que même les handicaps traditionnels, il y a eu une hausse aussi de ces clientèles-là. Ce qu'on peut considérer à travers tout ça, pourquoi on retrouve autant d'étudiants en situation de handicap soudainement au post-secondaire, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'ajustements qui ont été faits. Il y a eu 10 ans d'application aussi d'une politique de l'adaptation scolaire, des modifications législatives
à la loi sur l'instruction publique au primaire et au secondaire, qui ont favorisé l'accès à certains étudiants. Aussi, au niveau du financement, certaines règles de financement qui ont changé aussi avec les élèves en difficulté, qui ont favorisé l'émergence de nouvelles clientèles qui maintenant se retrouvent au poste secondaire. Oui? Est-ce que ça se peut aussi que depuis quelques années, on se fait plus évaluer? Dans le sens que moi, je connais une amie avec qui j'allais à l'école, on avait les mêmes notes, puis là, elle s'est fait évaluer comme ayant un trouble de déficit d'attention, puis elle prend est sous médication. Mais elle n'a jamais été sous médication. Troubles de déficit d'attention, notamment aussi les troubles envahissants du développement. On a des diagnostics depuis quelques années aussi qui sont plus précis, plus pointus, un accès qui est là, qui fait en sorte qu'effectivement, il y a peut-être davantage de gens qui sont diagnostiqués que par les années passées. Donc, c'est évident que oui, ça contribue à la hausse. Il n'y a pas aussi un boost de justement TDAH qui ont été diagnostiqués, mais pas de mais que les professeurs m'ont dit aux parents primaires, ben moi je vois ça souvent, au primaire que leur enfant doit prendre du TDAH parce qu'ils sont trop énervés. Et on leur prescrit des médicaments quand en fond, ils n'en ont pas besoin. Donc ça fait en sorte que rendu au secondaire, ils prennent encore les médicaments, mais ils n'en ont pas besoin. Ça c'est une autre situation. Il faut dire qu'il faut avoir un diagnostic pour avoir des mesures d'accompagnement. Puis même si on parle de médication, pour arriver à suivre un apprentissage en classe, il faut que ça soit validé aussi par un diagnostic, par des recommandations. Et la réalité, on la voit à l'universitaire, j'ai présenté les chiffres de ce matin, c'est presque 6 000 étudiants, dont 70% ont un handicap non visible, des troubles d'apprentissage, des troubles de dyslexie. Le projet universitaire, grâce à la technologie maintenant, est possible pour des gens qui, avant, sans mesure, n'auraient pas été en situation de réussir le parcours. Donc ça, plus l'accessibilité au diagnostic, plus les médications, plus les technologies, les aménagements des professeurs font en sorte que le projet est réalisable alors que ça ne l'était pas avant. C'est le même principe que pour les personnes handicapées. Traditionnellement, dans les années 70, il y avait à l'UQAM en 85 30 étudiants. Majoritairement, c'était que des handicaps moteurs, visuels, auditifs. Mais quand le projet universitaire a été possible ou même envisageable pour des personnes handicapées pour qui l'idée d'aller à l'université n'avait jamais fait partie du rêve, ben eux ont décidé de venir à l'université et les chiffres ont monté depuis ces années-là. Donc pour moi, c'est une continuité logique. Donc, on a un contexte qui est favorable, qui permet cette émergence-là aussi. Puis, effectivement, dans le réseau des collèges aussi, jusqu'au tout début des années 80, dans l'ensemble du réseau des collèges, on avait un maximum d'une trentaine, une quarantaine d'étudiants en situation de handicap dans l'ensemble des collèges. Quarantaine. Alors qu'aujourd'hui, bon, vous voyez les chiffres, c'est important. Donc, c'est dans ce contexte-là que les collèges nous ont interpellés. Et plutôt que de répondre à la pièce, à chacune des interrogations qui nous étaient posées par le réseau des collèges, qui touchaient une foultitude de sujets, la commission a, comme elle recevait un nombre croissant de demandes, a voulu répondre de façon beaucoup plus systémique, transversale à ces questions-là. Et c'est donc, vous voyez un peu les acteurs là, qui nous ont interpellés. Et évidemment, il y a le MES aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur, Recherche, Sciences et Technologies. Les cégeps, les collèges privés, les syndicats d'enseignants, bon, évidemment les étudiants et aussi les associations de personnes en situation de handicap qui défendent les droits des personnes en situation de handicap, qui nous ont interpellés pour avoir davantage de précision sur quels sont les droits, quels sont leurs droits, mais aussi quelles sont les obligations des collèges à leur égard. Parce que c'est très bien balisé dans la loi sur l'instruction publique, il y a des obligations qui sont précises, qui réfèrent directement à la charte, mais dans la loi sur les collèges d'enseignement public, on n'a pas cet équivalent-là. Donc, est-ce que cette obligation-là se pose aussi pour les collèges et les universités? Je pense que Michel vous l'a très bien exposé. Oui, c'est une obligation qui incombe aussi aux établissements postsecondaires, mais il fallait le préciser aussi. Donc, les questions touchaient l'ensemble du parcours des étudiants, du cheminement des étudiants, de leur transition du secondaire au collégial, en passant par les conditions d'admission, le financement des services, évidemment, l'arrivée de clientèle émergente pour lesquelles les règles de financement n'avaient pas nécessairement prévu de place.
mais pour lesquels il y avait quand même des pratiques d'accommodement dans les collèges. On comprendra que ça posait un certain nombre de questions. Les mesures d'adaptation en classe, le financement des études, l'évaluation des apprentissages, l'accès au milieu de stage, qui est un élément très très important, et la sanction des études, la diplomation aussi. Évidemment aussi de la transition vers les études universitaires ou la vie active. Donc, comme je disais, plutôt que de répondre à la pièce, on a voulu donner une réponse qui était davantage systémique et transversale et produire en concertation aussi avec les acteurs du milieu collégial des balises qui permettraient de définir un peu mieux les pratiques qui soient conformes aux principes de la Charte des droits et libertés de la personne et d'offrir des repères pour le réseau collégial de façon à optimiser leurs pratiques d'accommodement. La formule qui a été retenue, c'est celle d'une table de travail qui réunissait 25 organismes, dont le ministère de l'Éducation. La QICEJ participait aussi aux travaux. Il y avait un nombre important d'acteurs du réseau scolaire, évidemment aussi des syndicats professionnels spécialisés, pas juste les enseignants qui étaient présents. Donc c'était une table assez importante où on a abordé chacune de ces thématiques-là, l'une après l'autre, pour essayer de mieux baliser avec les acteurs du réseau collégial l'obligation d'accommodement, voir quels étaient les obstacles à cette obligation-là dans la situation actuelle et essayer de trouver des pistes de solutions qui permettraient de favoriser des meilleures pratiques d'accommodement. Donc, les activités de la table de travail se sont tenues d'avril 2010 à avril 2011. On s'est réunis à plusieurs reprises et ça a donné lieu à un avis de la Commission des droits de la personne qui a été adopté le 23 mars 2012 et rendu public au mois d'avril 2012. Le cadre d'analyse, à la base, c'est que la loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel et la loi sur l'enseignement privé ne contenaient aucune disposition obligeant les établissements d'enseignement à aménager les services éducatifs pour les étudiants en situation de handicap. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas une obligation. Michel en a parlé précédemment. En vertu de la charte, il y a cette obligation-là qui est là présente. La charte contient des fondements juridiques qui sont essentiels pour établir les responsabilités des acteurs du collégial. Ça vaut pour l'universitaire aussi. Le droit à l'égalité, mais aussi le respect de sa vie privée. On le verra plus tard à travers une des thématiques qui est liée à la divulgation du handicap. Donc, l'obligation des établissements demeurait assez vague pour certains acteurs qui étaient autour de la table et pas clairement définie quant à l'organisation des services adaptés des étudiants en situation de handicap dans les lois applicables au collégial. Ça amenait une grande variété de réponses d'un établissement à l'autre, selon la taille de l'établissement, selon la région, selon le mandat aussi des différents collèges, parce qu'on comprendra qu'il y a toute une organisation des services au collégial qui fait en sorte qu'on avait des centres désignés qui offraient des services qui venaient en appui aux autres collèges où il y avait un regroupement d'un certain nombre de ressources. Là, on peut se dire qu'il y avait des pratiques qui optimisaient en fait l'accommodement, où en fait on avait toutes les ressources nécessaires pour favoriser cet accommodement-là. Les collèges qui sont à proximité pouvaient davantage en bénéficier, mais on voyait qu'il y avait une interprétation qui était très différente de l'obligation selon les collèges. Donc, on a recommandé au ministère de voir à ce qu'il y ait une révision de ces lois-là pour s'assurer qu'il y ait un certain nombre de dispositions, comme au primaire et au secondaire, qui permettraient davantage de préciser les obligations des établissements à l'égard de l'accommodement. Il faut voir que le ministère est actuellement en train de travailler à une proposition pour répondre à cette recommandation de la Commission. Donc, au niveau du financement des services adaptés, comme je vous le disais, les règles de financement dataient du début des années 90, ne tenaient pas compte des clientèles émergentes. Donc, il y avait des pratiques d'accommodement, mais on faisait à même les budgets, très souvent aux ressources qui sont dédiées à la réussite, les centres d'aide en français, les centres d'aide en mathématiques, etc. On trouvait à travers ces ressources-là un certain nombre d'éléments qui permettaient de répondre aux demandes d'accommodement, puis à travers les budgets de fonctionnement des différents centres, on arrivait à répondre à ces besoins-là, mais de façon, je dirais, parcellaire. Donc, ça a amené la Commission à répondre à
arrivé à un constat qu'il fallait qu'il y ait un financement qui soit équitable pour l'ensemble des clientèles en situation de handicap. Donc la logique de financement a beaucoup changé depuis au collégial, depuis 2011. On a des règles de financement qui tiennent compte de l'ensemble des situations de handicap et qui sont davantage conformes à la définition qu'on trouve dans la charte. Au niveau de l'aide financière aux études, je vais passer rapidement puisque Michel l'a abordé. On avait aussi une définition où on était, selon la logique de déficience fonctionnelle majeure, qui avait pour effet d'exclure certains types de handicap qui pouvaient aussi, dans les règles, dans l'application, être un peu trop rigides, notamment pour les troubles d'apprentissage. On se retrouvait avec des situations, troubles d'apprentissage, mais aussi troubles de santé mentale, où au niveau de l'aide financière, le programme doit être complété dans un temps particulier, mais souvent on a besoin d'aménager l'horaire ou en fait, session par session, c'est parfois pas possible de prendre tant de crédit. Il faut réduire le temps d'apprentissage. Parfois, certains étudiants qui vont prendre la médication ne peuvent pas avoir de cours en matinée. On doit aménager un horaire, ce qui fait que ça a tendance à étirer le temps pour compléter un programme de formation et faire en sorte que ces étudiants-là vont être hors délai pour l'aide financière et n'auront pas droit à une aide financière adéquate pour subvenir à leurs besoins et compléter leur programme de formation. Donc, il y a tout un travail qui est fait actuellement au ministère pour voir à ce qu'il y ait un certain nombre d'assouplissements à ce niveau-là. Au niveau de la transition entre le secondaire et le collégial, ce qu'on s'apercevait, c'est qu'il y avait l'absence d'un processus formel de transition entre les enseignements d'enseignement secondaire et les établissements collégiaux. Les commissions scolaires travaillent très peu avec les collèges et ça a pour effet aussi, quand vient le temps, évidemment, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des commissions scolaires, on dispose d'une information au niveau de l'intervention qu'on a pu faire auprès d'un jeune élève HDA qui a eu des services au secondaire, qui a déjà eu un diagnostic. On dispose d'une information qui pourrait être très précieuse pour le réseau collégial pour déterminer les interventions au collégial. Bien sûr, les objectifs de formation ne sont pas les mêmes au collégial, mais quand même, on a accès très souvent à un diagnostic, on a très souvent accès à des plans d'intervention, des éléments qui pourraient servir à définir des services pour le réseau collégial. Donc, il y a un besoin à ce niveau-là. Il y a un besoin aussi d'accompagnement pour ces élèves-là pour faire les meilleurs choix de programmes de formation collégiale, parce qu'en fonction des limitations, il y a certains programmes qu'on peut envisager, d'autres qui vont être plus difficiles à envisager en fonction des mesures qui pourront être déterminées. Il y a aussi un manque d'information par rapport aux obligations des établissements d'enseignement collégial. Ce qu'on voyait de la part des associations de défense des droits des personnes handicapées, c'est qu'on nous disait souvent que certains jeunes ignoraient ou leurs parents ignoraient le fait qu'ils pouvaient poursuivre et puis que les obligations collégiaux, les établissements d'enseignement collégiaux avaient cette obligation-là à leur égard de les accommoder puis de leur offrir des services adaptés. Donc, il y a plusieurs éléments qui étaient liés à la transition, notamment aussi la question de la divulgation du handicap. Pour obtenir des services au collégial, il faut aussi refaire d'une certaine manière le parcours, divulguer son handicap, divulguer ses limitations pour pouvoir obtenir des services. Donc, il y avait cette nécessité-là que dès le secondaire, les jeunes soient en mesure de savoir dans quelle démarche ils doivent s'inscrire pour pouvoir obtenir les services au collégial, pour pouvoir réussir dans leur programme. Un autre élément très important, c'était celui du diagnostic. Pour obtenir des services adaptés à leurs conditions, les jeunes en situation de handicap doivent fournir une preuve médicale du handicap, un diagnostic récent. Et on voit que la distinction entre les offres d'enseignement dans la reconnaissance du handicap, le diagnostic n'est pas toujours obligatoire au primaire et au secondaire pour notamment les élèves en difficulté,
en fait en difficulté d'apprentissage, on a oui, des jeunes qui ont des plans d'intervention, mais qui n'ont pas nécessairement eu de diagnostic. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas obtenu de service. Donc ça, c'était un constat qui était fait. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant au niveau collégial pour pouvoir adapter les services? Dans la mesure où on a des difficultés qu'on observe dans l'accès au diagnostic, puis qu'on demande un diagnostic récent, s'il y a eu un diagnostic qui a été posé, notamment au primaire ou au secondaire, mais qui date d'il y a 4 ou 5 ans, et qu'on exige un diagnostic récent, ça peut venir rapidement mettre en péril les apprentissages d'un jeune, mettre en péril sa réussite, dans la mesure où, à partir du moment où on va divulguer sa condition et puis qu'on exige que le jeune aille chercher un diagnostic, il peut y avoir parfois des délais de 6 mois, 1 an et demi. On comprend que dans un programme de formation collégiale, où en moyenne c'est 2 ans, 3 ans, parfois plus court, dépendant de ce qu'on va suivre. Si c'est une attestation d'études collégiales, ça va être encore plus court. Ça vient compromettre les chances de réussite de ce jeune-là, puis ça le met en situation d'échec lorsqu'il se retrouve en classe. Les étudiants sont souvent dépistés en cours de formation aussi pour certains troubles, pour certains handicaps émergents, notamment pour les problématiques de santé mentale. C'est souvent au début de l'âge adulte, à 18-19 ans, qu'on a une idée un peu plus précise de la condition du jeune. Et puis c'est souvent aussi, dans certains cas, on va avoir aussi des jeunes qui auront déjà été diagnostiqués pour certains types de handicap, mais qui ne souhaiteront pas divulguer leur handicap rendu au collégial en se disant « j'ai vécu un certain nombre de préjugés défavorables, de stigmates, je ne souhaite pas revivre ce que j'ai eu à vivre au secondaire ou au primaire, donc je ne divulgue pas », mais en cours de parcours, avec la complexité croissante, on s'aperçoit que ces jeunes-là sont placés en situation d'échec. Donc, il y a peu de temps pour obtenir un diagnostic, c'est encore plus compliqué dans leur cas. On arrive à la 2e session, 3e session, il y a des évaluations, on se retrouve dans une situation problématique qui est très difficile de redresser par la suite. Donc, en l'absence de mesures mises en place dans l'attente d'un diagnostic, la réussite de ces étudiants-là est compromise. Les mesures d'accommodement proposées par les professionnels de la santé ne sont pas toujours adaptées aussi au milieu collégial. C'est que très souvent, quand on va chercher des ressources, on s'aperçoit qu'il y a un manque de ressources pour poser les diagnostics dans les milieux mêmes, proches des milieux scolaires. Donc, on va dans le réseau de la santé, il y a des ententes de complémentarité. Mais parfois, quand vient le temps de regarder les propositions qui sont faites, les recommandations qui sont faites par ces professionnels-là, il y a une difficulté à reconnaître de la part des collèges les mesures qui sont proposées parce que ça ne tient pas compte toujours de la réalité de ces collèges. Donc, oui? Quoi, un exemple complet d'une proposition non applicable? Bien, proposition non applicable, parfois, on va demander des ressources, ça peut être des ressources humaines, en fait, d'accompagnement, pour avoir quelqu'un en classe. Dans certains contextes, on n'a pas les ressources nécessaires pour assurer cette présence-là dans une classe ordinaire. Dans d'autres cas, c'est des mesures d'accommodement qui ne tiennent pas compte de l'aménagement physique des lieux. Ce que Michel disait tout à l'heure aussi, c'est de dire que pour certains collèges aussi, même l'accessibilité physique pose un défi. Puis là, on demande certains aménagements de classe qui ne sont pas favorables à l'intégration dans des activités régulières. Donc, il faut revoir les propositions qui sont faites, mais ça arrive régulièrement qu'on a des situations comme ça. Mais le véritable nœud du problème pour le diagnostic, c'est qu'on a un nombre important de jeunes qui n'ont pas de diagnostic au moment où ils arrivent au collégial. Le temps est court. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est dans un contexte où les ressources sont limitées pour obtenir ce diagnostic-là et où on a un temps court. De part et d'autre, d'une part, ceux qui ont déjà obtenu des services adaptés, ça fait partie aussi de la transition, c'est de s'assurer d'un meilleur arrimage et que la Commission a émis un certain nombre de recommandations à cet égard-là pour s'assurer, favoriser une meilleure transition des dossiers entre les commissions scolaires et les collèges, s'assurer qu'il y ait un meilleur arrimage,
passerelle qui se fait davantage pour favoriser une continuité dans les services qui auront été offerts entre le secondaire et le collégial. D'autre part, comme on a plusieurs étudiants dont la situation se dévoile au moment des études, mais pour lesquels on a déjà des manifestations après une session ou deux sessions de difficultés importantes, on peut associer ça à des limitations, on peut faire on peut avoir un certain nombre d'impressions cliniques de la part des responsables des services adaptés de ces collèges-là sont en mesure d'identifier avec les directeurs de programme et les enseignants un certain nombre de difficultés. Il y a des services qui sont déjà disponibles au niveau de l'aide à la réussite. On doit mettre en œuvre quelque chose, on doit mettre en œuvre un plan d'intervention qui va favoriser, en l'absence de diagnostic, à tout le moins, des services dans l'attente d'un diagnostic qui viendra plus tard. Mais on ne doit pas laisser ces étudiants-là sans aucun service et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources dédiées à la réussite. En milieu universitaire, on va appeler ça des mesures temporaires en attendant un diagnostic. Donc, l'étudiant est avisé que pour cette session-ci, exceptionnellement, je vais lui accorder du temps supplémentaire. Après, je sais qu'il doit faire des démarches, puis que sa moyenne est basse. Mais si à la session de janvier, il ne me revient pas avec quelque chose, il se peut que les mesures, je ne les applique pas. Mais normalement, les étudiants reviennent. Sur le plan d'intervention, en fait, ce qu'on voyait aussi, c'est que pour obtenir le financement pour les étudiants dans le réseau collégial, il n'y a pas d'obligation pour les collèges d'établir un plan d'intervention comme ça se fait au primaire et au secondaire. Le plan d'intervention, il faut le voir aussi comme un outil pour déterminer les interventions qui seront faites auprès de l'étudiant, voir quels seront les accommodements qui lui seront consentis, mais faire le suivi de ses apprentissages aussi. Et puis donner aussi les résultats. C'est aussi une forme de contrat où on permet d'identifier aussi quels seront les responsables des mesures d'accommodement. Au collégial, ce qu'on a, c'est un plan de service qui énumère les mesures d'accommodement, mais pour lequel il n'y a pas de suivi. On verra qu'en cours de parcours, une fois que les mesures sont déterminées, parfois, ces mesures-là, dans le temps, sont évolutives. Une mesure qui aurait pu être bonne à un moment dans le parcours de l'étudiant pourra se retrouver moins pertinente en cours de parcours, et l'inverse, peut-être des besoins différents vont se présenter. Donc, il y a, dans l'obligation d'accommodement, toujours cette dimension évolutive-là qui force à réévaluer à certains niveaux. Donc, la Commission a invité le ministère à réfléchir à l'obligation d'inclure un plan d'intervention plutôt qu'un plan de service dans les pratiques des collèges, ce qui est fait maintenant à travers les nouvelles règles budgétaires. C'est-à-dire que pour obtenir un financement pour un étudiant, il y a maintenant cette obligation-là de définir un véritable plan d'intervention et non pas juste d'énumérer les mesures d'accommodement. Donc, il faut prévoir les suivis et il faut évaluer à différents temps clés du parcours de formation de l'étudiant. Bien évidemment, il y a tous les besoins qui se posent aussi en milieu universitaire de formation et de soutien au personnel. Plusieurs intervenants du milieu collégial exprimaient des besoins de soutien pour s'acquitter de leur obligation à l'égard des étudiants en situation de handicap. Ce qu'on nous disait régulièrement, c'est que l'idée n'est pas de développer une compétence pointue de l'ensemble des handicaps pour intervenir, mais d'avoir tout le soutien nécessaire, mais aussi de pouvoir connaître les différentes manifestations du handicap et surtout connaître aussi la façon d'adapter son enseignement en classe régulière pour ces étudiants-là et de connaître les ressources qui sont mises à leur disposition pour adapter le matériel. Il y avait aussi l'idée aussi au niveau de la gestion des services, de s'assurer que le personnel cadre des établissements, des collèges puisse avoir une meilleure compréhension de ces obligations-là pour définir des politiques qui soient les plus inclusives possibles et connaître aussi les obligations des établissements. Pour les milieux de stage, juste vous dire qu'il y a un flou qui entoure les obligations, les droits et les obligations de chacune des parties qui sont impliquées dans les milieux de stage, où s'arrête l'obligation du collège à partir du moment où on envoie un jeune en milieu de stage, on l'accompagne, on prépare le milieu, mais
qu'en advient-il? L'obligation, elle vaut aussi pour le milieu de stage. Le milieu de stage doit aussi, tout milieu de travail doit accommoder dans la mesure où il y a divulgation du handicap, mais vous comprendrez que ça amène un deuxième processus pour l'étudiant. Il doit aussi divulguer son handicap au milieu de stage pour qu'il y ait une préparation adéquate et puis qu'il puisse y avoir des mesures d'accommodement qui vont être consenties en milieu de stage. Ceci étant dit, oui. La divulgation du handicap, ça doit être combien de fois? Ben, elle est faite au moment de la formation, l'inscription au programme, mais il faut que l'étudiant consente à divulguer son handicap à chaque milieu où il va se présenter. Dans le cadre d'un milieu de stage, il faut qu'il donne l'autorisation au collège ou qu'il le fasse lui-même, avertir le milieu de stage de son handicap, des limitations qu'il éprouve pour que puisse être défini un certain nombre de mesures d'accommodement qui vont lui permettre de réaliser son stage et puis de le réussir. Donc, oui, il y a cette divulgation-là qui doit être faite. Mais ce qu'on entendait de la part des établissements d'enseignement collégiaux, c'est que très souvent, ces milieux-là, il n'y a pas d'obligation de recevoir des stagiaires. Mais à partir du moment où on reçoit des stagiaires, on doit répondre au droit à l'égalité, on doit répondre à l'obligation d'accommodement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un nombre souvent de milieux de stage qui sont précieux, qui sont restreints, et puis parfois, certains milieux de stage peuvent, suite à quelques mauvaises expériences où justement les pratiques n'ont pas permis d'intégrer de la bonne manière ces jeunes-là en milieu de stage, se referment complètement et puis décident de ne plus faire partie de l'offre de stage du collège dans un programme de formation. Donc, comment on doit procéder? Ça appelle une responsabilité qui va au-delà des établissements d'enseignement collégiaux, au-delà des milieux de stage. Donc, la Commission a interpellé le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et d'autres acteurs, notamment le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, et est en train de se développer tout un cadre de travail pour réfléchir davantage aux questions des milieux de stage. Dernier point, et je terminerai là-dessus, question un peu plus épineuse, celle de l'évaluation des apprentissages et de la sanction des études, donc les diplômes, la fameuse diplomation. Des principes très importants, c'est que l'étudiant est toujours responsable de ses apprentissages. Il s'engage à faire les choix appropriés pour garantir sa réussite. Donc, parmi les choix appropriés pour garantir sa réussite, quand on est en situation de handicap, il y a la question effectivement de la divulgation du handicap et pour obtenir des mesures d'accommodement. Sauf que les mesures d'accommodement qui sont consenties à l'étudiant, elles ne doivent pas avoir pour conséquence d'affecter la qualité des diplômes qui sont émis. Cependant, ce qu'on avait autour de la table de travail, beaucoup de gens nous ont dit qu'en contexte collégial, on avait plusieurs étudiants qui se retrouvaient dans les programmes de formation, soit préuniversitaires ou soit des programmes techniques professionnels, qui complétaient une bonne partie de leur formation, répondaient à l'ensemble des compétences, étaient évalués là-dessus, réussissaient, mais en raison de souvent deux ou trois compétences qui sont liées à leur limitation, ne parvenaient pas à obtenir un diplôme. Pourtant, en fonction de ces compétences écueils-là, ça a pour effet de dire on a des jeunes qui ont complété un parcours, ils ont fait une bonne partie du travail, ils auraient des compétences qui seraient transigeables par la suite sur le marché du travail ou qui pourraient être reconnues dans certains programmes universitaires, mais ils se retrouvent sans diplôme pour cette raison-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aurait dû mieux les orienter, les décourager dès le départ en se disant il y a peut-être des choses qui ne pourront pas être accessibles en raison de votre limitation, ou alors de voir un profil de compétences qui soit plus inclusif, ou alors un diplôme qui serait différent. C'est sûr que c'est une question qui est très controversée. Le ministère y réfléchit actuellement, mais c'est clair que ça a un effet d'exclusion dans certains programmes, des compétences trop rigides qui ne sont pas liées nécessairement toujours à des exigences professionnelles justifiées, peuvent avoir pour effet de venir pénaliser de façon disproportionnée ces jeunes-là. En fait, l'idée, c'est qu'il faut quand même garder des standards
mais on peut jouer avec ces standards-là d'une certaine manière en gardant un niveau d'exigence qui est élevé, mais c'est comprendre qu'il y a aussi tout un défi de participation sociale derrière tout ça et que parfois, derrière certaines exigences, certains profils de compétences, il peut y avoir pour effet d'exclure de manière disproportionnée certains élèves qui ont un certain type de handicap qui, pour autant, pourraient quand même participer, pourraient s'inscrire dans l'exercice d'un métier ou d'une profession.